Quand j'ai rencontré l'indigo, ça a été pour moi la possibilité infinie de créer de l'art avec des vêtements. Voilà, chaque vêtement est unique et chaque vêtement est propre, puisqu'on crée avec du coton et du lin et des plantes. Donc à aucun moment la nature n'est abîmée, à aucun moment elle est salie, même on lui donne un petit coup de main puisqu'on travaille avec du compost. L'indigo ferratinctoria, là il n'est pas super bien parce qu'il a fait très froid. Les deux indigotiers ne vont pas évoluer de la même manière puisqu'ils sont à l'origine pas sous le même climat. Donc il y en a un qui va rester un petit buisson de 50-60 cm et l'autre qui va pousser jusqu'à 1,60 m, 1,80 m. Les deux, si tout va bien au niveau de la pluie, auront deux récoltes dans l'année, une mi-juillet, une mi-août. Et ensuite, il faudra passer au compostage de ces plantes pendant 129 jours pour arriver à avoir un indigo utilisable, puisqu'il faut d'abord décomposer la feuille pour pouvoir utiliser la molécule qui se trouve à l'intérieur de celle-ci. Une fois que ce compostage est réalisé, on va pouvoir passer à la mise en cuve. Donc utiliser cette base de compostage pour créer les cuves. C'est les seules teintures au monde qui sont des teintures vivantes, qui sont des teintures froides, c'est-à-dire qu'on ne fait rien cuire, on ne fait rien chauffer. On utilise le milieu, c'est-à-dire le compost en vie, avec ces trois sortes de bactéries et leur fonctionnement. Elles vont demander beaucoup d'attention, de nourriture, de bichonnement. Et surtout beaucoup d'écoute, c'est-à-dire c'est au toucher, à l'œil, à l'odeur, hein, tous les sens sont en éveil devant cette cuve pour savoir si les bactéries vont bien et si on va pouvoir procéder à la teinture. Je fais le vent, c'est l'oxygénation qui va amener le bleu sur le textile, et pour l'instant il est vert, donc il faut qu'il s'oxygène. Je fais un premier rinçage dans mes bacs où je récupère l'eau de pluie, où le maximum de la plante va ressortir. Et puis ensuite, je fais un rinçage de finition dans la rivière, de manière à enlever les traces de plantes sur les textiles. Et puis surtout, de ne pas abîmer la rivière, puisque je ne veux pas modifier le pH. Alors, mon compost est propre, il n'y a rien qui puisse abîmer la nature dedans. Quand mes teintures sont finies, mes bactéries sont mortes, elles vont vivre 12 mois. Donc à la fin de la saison, quand mes bactéries seront plus en vie, je vais pouvoir arroser mon jardin avec le compost d'indigotier. Voilà, le compost retournera à la terre et je réalise simplement le rinçage de finition pour que le tissu soit joli et qu'il n'y ait pas les traces vertes sur les textiles. L'indigoterie est installée dans l'ancien jardin de Roger Lagrave. Roger et Marie Lagrave, qui sont deux figures emblématiques de Florac et des Cévennes, pour plein de raisons, et aussi parce qu'ils ont fait vivre ce jardin et planter des espèces anciennes et informer les gens sur tout un écosystème. Donc aujourd'hui, j'essaie de garder l'esprit du jardin. Et dans ce jardin, j'ai installé un petit musée pour expliquer comment on passe de la plante à la cuve, mais aussi toute l'histoire de l'épopée du bleu, qui est relativement incroyable à travers l'histoire temporelle et à travers le monde. L'histoire du bleu commence à peu près 6000 ans avant Jésus-Christ, où simultanément plusieurs peuples dans le monde découvrent en même temps comment, avec cette plante d'indigo, l'indigotier, on peut extraire une molécule d'indigotine et teindre un textile. Donc c'est assez incroyable puisque c'est de la chimie de haute pointe. C'est relativement technique et compliqué. Et tous ces peuples, sans communiquer entre eux, ont pu découvrir en même temps l'usage de cette plante. Et puis après, à travers l'histoire, cette plante va être utilisée de plus en plus. D'abord détestée, diabolisée. Le bleu, c'était les mains du diable, ceux qui teignaient en bleu. Ceux qui avaient les mêmes mains que moi, c'était les mains du diable. Et puis ensuite, elle va être adulée et passer sur un stade d'adoration pour ensuite être représentante du pouvoir. Pouvoir des rois, et puis plus tard, dans un temps plus près de nous, pouvoir du peuple, pour arriver finalement à la spiritualité. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont un numéro indigo, où un ange vous répond 24 heures sur 24 pour soulager vos problèmes. Alors on est passé, c'est aussi une histoire assez forte humainement, puisqu'elle a touché beaucoup d'hommes et beaucoup de peuples. Elle a enrichi énormément de personnes, notamment en Europe, tous les nobles en France notamment.
Elle a aussi été la cause de la déportation de tout le peuple noir sur les Caraïbes et sur les États-Unis. C'est des millions de personnes qui ont été déportées. Il faut savoir qu'on achetait un homme avec un pavé d'indigo ou 2 femmes. Donc c'était la monnaie pour acheter les humains. C'est aussi pour cette raison-là que les indigoteries ont disparu, puisque quand l'esclavage a été aboli, les esclaves ont récupéré les terres où ils se trouvaient et ils ont immédiatement fermé les indigoteries pour se concentrer plutôt sur la canne à sucre ou le rhum ou d'autres choses. Voilà, donc c'est une histoire assez puissante et représentative ensuite d'un pouvoir financier, puis d'un pouvoir surnaturel et d'un pouvoir humain qui nous a suivis jusqu'à la révolution industrielle. On a habillé tous les ouvriers en bleu pour que le peuple prenne officiellement le pouvoir. Et puis ensuite, c'est passé dans la démocratisation avec le jean de Nîmes avec les toiles de Nîmes et le bleu de Gênes, pardon. Le bleu de jean américain, c'est le bleu de Gênes puisque les bleus de jean américains étaient teintés sur Gênes avec le Polygonum tentorium qui est l'arbre japonais d'origine qui fait ce bleu si fort.